Bon, eh ben, merci d'être venu. Et aujourd'hui, donc, à la demande de deux personnes qui malheureusement ne sont pas là, je vais parler d'un sujet dont je ne suis absolument pas spécialiste, hein, je le précise, mais sur lequel j'ai compris des choses après avoir réfléchi et m'être renseigné pendant 5-6 mois. J'ai fini par comprendre, et j'ai fini par comprendre que c'était terriblement simple, en fait, mais que l'approche n'est pas forcément facile, en tout cas pour moi. Bon. Donc je ne suis pas spécialiste du sujet, et ce que je vais vous dire, c'est ce que j'en ai compris. Voilà. Hein? Bien. Alors, le sujet aujourd'hui, c'est de l'ambiance. C'est le quantitative easing, et c'est donc le fait que les banques centrales injectent des milliards et des milliards dans les circuits financiers, hein, et les taux d'intérêt négatifs. C'est ça dont je vais vous parler aujourd'hui. D'accord? Bien. Enfin, ce que j'en ai compris. Alors, la dernière fois, vous vous rappelez, avec Ricardo, on a déjà introduit l'idée des banques, des marchés interbancaires, des banques centrales, etc. Donc, on a déjà parlé des banques. Donc, si je résume, en fait, pour les banques, il y a deux types de banques. Il y avait deux types de banques. Il y avait les banques de dépôt. Alors, les banques de dépôt, c'est simple. C'était simple. Les gens déposaient de l'argent qui pouvaient retirer à n'importe quel instant. Et le boulot, le travail de la banque, c'était de transformer ces sommes d'argent, ces dépôts, en prêts à moyen ou long terme. Donc d'assurer une régulation pour qu'ils puissent le prêter. Donc ces banques, elles faisaient des prêts. Alors quel était le risque de faillite de ces banques? Ça existait, mais il était très faible. Parce que les banques avaient des précautions, enfin, avaient des conditions de sécurité. Hein. Donc ce qui risquait simplement, c'est que les gens ne remboursent pas les prêts. Mais déjà, il y avait des conditions de sécurité, et d'autre part, il y avait la banque centrale qui veillait à ce que le système fonctionne bien. Donc en fait, c'était un système où quelques banques pouvaient faire faillite, mais ce n'était pas du tout généralisé. Hein. Ça pouvait arriver, bon, si elle était vraiment mal gérée. En revanche, il y a un autre type de banque, ce sont les banques d'affaires. Concrètement, ce sont les banques qui vont sur les marchés financiers, on va dire, hein, lesquels se font les actions, les obligations, les investissements divers et variés. Alors ces banques d'affaires, ce sont des gens, généralement, c'était des gens qui avaient pas mal d'argent, qui y allaient et qui disaient bah, faites fructifier mon argent. Et il y avait un risque, puisque c'était sur les marchés financiers. Mais on acceptait ce risque et comme ils avaient pas mal d'argent, les banques d'affaires essayaient de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier et donc ça finissait par fonctionner. D'accord. Bon, ça au départ c'était séparé. Et puis, avec le temps, après la Seconde Guerre mondiale en particulier, à un moment, en France par exemple, on a autorisé les banques à être à la fois des banques de dépôt, donc qui prêtent, et à la fois des banques qui jouent sur les marchés financiers. Donc ça veut dire que la banque est devenue à la fois une banque de dépôt et de prêt, et à la fois une banque qui joue sur les marchés financiers. En gros, c'est ça. Alors ça a été à des dates diverses aux États-Unis, en France, etc. Mais c'est ça le principe. Bon. Alors, à partir de ce moment-là, à partir du moment où les banques sont sur les marchés financiers, eh bien, elles prennent des risques. Et elles prennent des risques avec l'argent des gens qui déposent l'argent chez elles. Alors, pour faire face à ces risques, on a créé une personne qui s'appelle Bliss Masters, a créé en 1998 les CDS, les Credit Default Swaps. Ça veut dire un système qui transfère le risque de crédit sur quelqu'un d'autre. La banque prête, on ne sait pas si la personne va rembourser, mais la banque va trouver quelqu'un, une sorte d'assureur, hein, à qui elle va donner de l'argent pour que cette personne, cet assureur, cette institution, prenne le risque à sa charge et lui assure d'être payé. Alors, j'ai fait ça de façon simple pour que vous compreniez. Supposez que vous prêtiez à quelqu'un que vous connaissez,
2000 euros. Rêvons, soyons fous, un taux d'intérêt de 10%. D'accord, je fais ça pour que vous voyez. Et vous lui dites, dans un an, tu me rembourses 2200 euros. Ok, si vous n'avez pas confiance dans la personne, vous pouvez peut-être trouver quelqu'un chez qui vous allez payer, que vous allez payer chaque mois 15 euros, vous allez vous trouver un autre copain et vous lui dites, je te paye 15 euros par mois, tu n'as rien à faire. Tu sais, mon prêt, c'est auprès de quelqu'un de fiable, donc tu as très peu de risques. Et moi, je te paye donc 180 euros en fait dans l'année. Mais à la fin, si l'autre ne paye pas, bah, c'est toi qui me paiera à la place. D'accord? C'est ça le principe. C'est-à-dire qu'on transfère sur quelqu'un d'autre qui accepte le risque. Bon. Donc, en fait, ça veut dire qu'à la fin de l'année, ou bien je touche, la personne me rembourse et j'ai 2200 moins ce que j'ai payé à mon assureur, donc je touche 2020 euros, ou bien, donc j'ai quand même gagné de l'argent par rapport à mes 2000, ou bien la personne qui m'a assuré, ben, elle me paye les 2200 et j'ai aussi gagné 2020. C'est-à-dire que j'accepte de transférer une partie de mon intérêt à un assureur, mais à ce moment-là, je suis sûre d'être payée. Un peu moins, mais payée, certaine, d'accord? C'est le principe. Alors, c'est le principe, pas très compliqué, c'est le principe quand on a un prêt immobilier et qu'on hypothèque une maison. C'est ça, en fait, hein. On se dit, je prête, il y a un risque, la banque se dit, je prête, il y a un risque, mais de toute façon, j'aurai la maison, donc si j'arrive à la vendre, je rentrerai dans mes frais, en gros. D'accord? C'est ça le principe. Bon. Mais là, c'est par un transfert à quelqu'un. Alors, il y a une personne, donc ça c'est quelque chose elle ne l'a pas créé, ça existait auparavant, mais elle l'a systématisé. C'est-à-dire que c'était une personne qui travaillait dans une des plus grandes banques mondiales, la JP Morgan, dont on a déjà parlé, je crois, et qui donc était à la tête d'un service avec des informaticiens, etc., et qui ont fait des logiciels, des algorithmes, etc., pour être sûr que ça marcherait dans toute situation, que la banque, si elle prêtait et si elle trouvait un assureur, elle serait gagnante à tous les coups. Donc, dans toutes les situations possibles et imaginables, ils ont rentré les données des 30 dernières années pour être sûr que... Bon, voilà, c'est le travail de Bliss Masters. Une fois qu'elle était sûre d'elle, il s'est trouvé qu'à cette époque, ça devait être... à cette époque, donc en 98, Morgan a prêté 5 milliards de dollars à Exxon. Exxon qui, entre parenthèses, est dans le même immeuble que JP Morgan. Bon, ça, c'est anecdotique. Et donc, 5 milliards, c'est quand même... Bon, pour JP Morgan, c'est pas grand-chose. Enfin, quand même. On va quand même voir si on peut faire on va faire un petit exercice dessus. On va voir si on peut avoir une sécurité. Alors, Bliss Master, elle se dit, on va voir si ça marche, mon truc. Je vais aller à la BERD, donc la Banque européenne de reconstruction et de développement, quelque chose comme ça. La personne qui dirigeait ça, c'est un monsieur qui s'appelle, je crois, Jacques de Rosière, qui avait été gouverneur de la Banque de France, qui avait été directeur du FMI, directeur du Trésor, et là, qui était directeur de la BERD. Bon. Et donc, elle va lui expliquer, elle va lui dire, ben voilà, on a prêté 5 milliards de dollars à Exxon, mais on n'est pas sûr qu'elle nous rembourse. Bon, Exxon, c'est quand même quelque chose d'assez immense pour qu'on pense que ça nous rembourse, mais on n'en est pas sûr. Donc, elle est allée tester, et elle a dit, est-ce que ça vous intéresserait de prendre le risque à votre compte, et en échange, on vous verserait chaque mois une somme qui devait être assez considérable. Et lui, comme il avait une banque qui était puissante, importante, il s'est dit, à la limite, même si je dois verser les 5 milliards, c'est pas dramatique. Donc j'accepte. Et donc il a accepté, ce qui fait que, sans rien faire, sa banque a gagné chaque mois des sommes certainement, je ne sais pas combien, mais certainement très considérables, puisqu'il a endossé le risque. D'accord? Bien. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les CDS. Une fois que ça a marché auprès de la BERD, c'était quand même un gros morceau de faire accepter ça, eh bien, Bliss Masters et Morgan ont généralisé les CDS, c'est-à-dire qu'ils ont fait un événement dans un hôtel, je pense un super hôtel à New York, je crois, et ils ont
expliqué qu'ils avaient trouvé la pierre philosophale. C'est-à-dire que c'était fantastique, ils avaient enlevé le risque pour les banques, le risque de prêt. Donc, ils ont expliqué ça à plein de gens, et ça a très très bien marché. Ils ont diffusé un livre noir, le livre des CDS, pour expliquer comment on faisait, et ça a très très bien marché. C'est-à-dire que les gens ont dit, bah oui, si on trouve des assureurs, bah, ça y est, la banque, c'est incroyable, la banque a pris des risques tout le temps, bah maintenant elle n'a plus de risques, donc on peut y aller. D'accord? Alors, d'un côté, il y a eu des banquiers qui se sont lancés, mais d'un autre côté, il y a eu des grosses sociétés, qui étaient des banques aussi, ou des sociétés qui étaient qui se sont portés assureurs, garants. Alors, au début, ils se sont apportés assureurs alors qu'ils avaient les moyens d'assurer les prêts, le remboursement des prêts, et puis avec le temps, comme ça leur donnait une rente, un revenu considérable, sans risque généralement, enfin avec très peu de risque, hein, c'est le principe de l'assurance, bon, voilà. Et donc, ils ont continué, je crois que AIG, en quelques années, a triplé son chiffre d'affaires, parce qu'il recevait des rentes, parce qu'il devenait assureur pour les très grosses banques pour le crédit. Et donc, il y a eu un certain nombre de sociétés qui sont devenues des assureurs. Donc, vous avez par exemple Lehman Brothers, ça lui a pas réussi, hein. Ils ont fait faillite, bon, enfin voilà. Et puis, de notre côté, vous aviez les banques qui, de ce fait, se disaient, on peut prêter. On peut prêter, on peut jouer sur les marchés financiers, on peut faire, enfin en tout cas, on peut prêter. Bon. Donc, ils se sont lancés dans l'immobilier. Le prêt immobilier, ça a l'avantage que, eh bien, de toute façon, il serait remboursé par le CDS, mais qu'en plus, la maison, si la personne ne payait pas, eh ben, elle serait prise, elle serait hypothéquée, donc elle serait prise. Et puis, en plus, ils auraient touché quelques mensualités en attendant que les gens ne puissent pas payer. Donc, c'était tout bénéfice pour eux. Donc, il y a beaucoup de banques qui ont cherché à prêter, à faire des prêts immobiliers. Et non seulement ils ont cherché, mais ils ont développé ça. Ils ont commencé à prêter des gens qui étaient fiables, puis après ils ont cherché des ménages qui étaient beaucoup moins fiables, puis après des gens qui n'étaient pas du tout, et solvables, ils étaient fiables mais pas solvables, et donc ils les ont attirés en disant, au début on vous fait un prêt à 2%, 3%, mais ça n'augmentera à 6% que dans quelques années. Hein, donc vous pouvez y aller, vous pouvez acheter votre maison. Donc ça a très très bien marché, et ils sont allés prêter à des gens qui n'étaient absolument pas solvables finalement. Bon. Ce qui fait, alors ça sentait un petit peu le roussi quand même de faire ça, mais ils l'ont fait parce qu'ils disaient de toute façon on est assuré. Mais comme les gens commençaient à se méfier un peu, ils ont créé autre chose, le CDO, c'est-à-dire des obligations, si vous voulez, c'est des dettes qui sont garanties par des obligations, si vous voulez. Hein, bon. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les CDS, en gros, hein, je résume, hein. Ils ont pris les CDS, ils en ont fait des paquets, donc des CDS qui avaient soit un gros risque, ça c'était, donc peu de risque, ça c'était les seniors, un risque moyen c'était les mezzanines, ou un énorme risque, c'était les juniors. Donc il y avait des CDS qui étaient plus ou moins risqués. Et ils en ont fait des paquets, des agglomérats auxquels plus personne ne comprenait rien. Et ils ont proposé ces titres-là à des banques, à des fonds de pension, à des collectivités territoriales, enfin à des gens qui voulaient investir. Et donc, et plus le CDO était constitué de dettes pourries, plus les gens gagnaient, puisque le risque était plus grand, donc ils gagnaient plus. Bon. Tout a marché très bien, d'autant que les agences de notation, vous savez, il y a une agence qui s'appelle Moody, mais il y en a d'autres, mais la Moody c'est la plus connue, elle disait pas c'est des dettes pourries, elle disait je les note, tout ce qui c'est parfaitement fiable. Ils ont répété que c'était parfaitement fiable jusqu'à ce que le système s'écroule. La veille du jour où ça s'est écroulé, eh ben, c'était encore parfaitement fiable. Ils avaient intérêt à le dire, mais ça n'était pas du tout objectif comme notation. Hein. Donc les gens étaient en confiance. Et donc à un moment, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, les gens
ce que les logiciels de Bliss Master n'avaient pas forcément repéré, enfin compris, n'avaient pas imaginé, parce qu'ils avaient fait leur logiciel avec des données des 30 dernières années, et quelque chose qu'ils n'avaient pas envisagé, c'était les délocalisations. Donc, aux États-Unis, on ne connaissait pas trop les délocalisations jusqu'au moment où on s'est dit il y a de la main-d'œuvre pas très chère au Mexique, il y a de la main-d'œuvre pas très chère en Asie du Sud-Est, et donc on délocalise. Donc il y a eu des gens qui se sont retrouvés au chômage massivement, donc beaucoup plus de gens qui sont devenus insolvables par rapport aux prêts. Et puis, autre chose, on se dit c'est pas grave, il y a la maison, on peut la vendre. Ok, si on en vend une, mais si dans tout un quartier, il faut vendre les maisons, le prix de la maison, elle diminue de 10, de 100, il ne vaut plus rien la maison même. Parce que si la ville est une ville morte du fait du super chômage, comme avec General Motors, etc., il n'y a plus rien. Donc, en fait, à partir du moment où ça a commencé à plus marcher, ça s'est écroulé assez vite, hein, le système. C'est-à-dire qu'il y avait de moins en moins de gens solvables. Donc, on a demandé aux assureurs d'assurer. Et puis, comme les assureurs, ils avaient pris des risques qui ne pouvaient pas assurer, eh bien, tout s'est cassé la figure. C'est ce qu'on a appelé la crise des subprimes en 2008. Voilà, c'est simple, hein, vous voyez, comme explication. Alors, donc, les assureurs, les banques et leurs assureurs font faillite. Ok. Alors, il y a des vagues de faillite, historiquement, on peut les repérer, mais disons en 2007, il y a pas mal de sociétés de prêts qui ont fait faillite. Et que se passe-t-il ? Le système bancaire, parce que c'est le système bancaire ça, fait faillite. C'est la panique. Qu'est-ce qui se passe? Il faut le renflouer. Donc c'est à ce moment-là qu'on demande aux contribuables de renflouer le système. C'est-à-dire on renfloue le système, mais en fait c'est les contribuables qui vont payer. Donc on renfloue le système bancaire, et puis on renfloue aussi les assureurs. Donc par exemple AIG a fait faillite, il a été nationalisé. Mais nationaliser, ça veut dire acheter avec quel argent? Avec l'argent des contribuables. Voilà. Lehman Brothers, on l'a laissé faire faillite, mais on a d'autres qu'on a, pareil, renfloués. Donc, en fait, les contribuables ont payé les risques qu'avaient pris les banques, en gros. Et on sait que les banques n'ont pas forcément fait un usage de bons gestionnaires de cet argent. Ils se sont mis pas mal de bonus dans la poche. Enfin, il y a eu un certain nombre de choses qu'on connaît très bien. Bien. Donc ça, ok, bien. Et puis, cela étant, les dettes douteuses, elles ont continué à exister quand même. Il y en a un certain nombre qui ont disparu, mais il y en a un certain nombre qui étaient toujours douteuses. Alors, oui, ce que je voulais vous dire, c'était que quand on faisait des CDO, là, des paquets de CDS, eh ben, personne n'y comprenait rien à ce qu'il y avait dedans. Il y a des banques très importantes, allemandes, enfin, qui ont fait faillite et qui ont dû être renflouées aussi, parce que les gens n'avaient pas compris ce qu'il y avait dedans, vraiment. C'était fait de telle façon que c'était en tranches de saucisson, on ne comprenait rien. Hein. Donc, les faillites ont été faites aussi parce que ça a été obscurci, complexifié. Voilà, bon, ça je voulais le dire. Et donc, ceci dit, les banques, maintenant, ça veut dire qu'elles ont, chez elles, des créances douteuses. Alors, vous savez, depuis la dernière fois, vous le saviez avant, mais je vous l'ai expliqué la dernière fois, c'est que quand les banques ont besoin de liquidité, par exemple, quand tout le monde sort de l'argent au même moment pour payer les impôts ou quelque chose comme ça, quand les banques ont besoin de liquidité, eh bien, elles vont sur le marché interbancaire pour se fournir en liquidité. Alors, ça peut être soit des banques qui ont des liquidités qui leur prêtent à un jour, hein, voilà. Soit ça peut être la banque centrale qui met des liquidités sur le marché interbancaire en rachetant des obligations. Alors, vous savez, bon, je vous le redis, la différence entre obligations et actions. Hein. Les actions, c'est du capital. C'est une part de société. Vous le savez, mais je le redis pour qu'on soit bien clair. Hein. Et une obligation, c'est un emprunt ou un prêt, ça dépend dans quel sens voilà. Donc, ce n'est pas la même chose, hein, d'accord? Bien. Donc là, on est dans les obligations. Et donc, la Banque centrale, elle fait de l'open market, ça s'appelle, c'est-à-dire qu'elle achète des obligations aux banques, et en échange, elle l'achète, donc elle donne des liquidités. C'est comme ça que les banques peuvent réavoir de la liquidité. Bien. Alors,
à partir du moment où toutes les banques ont des créances douteuses. Quand une banque dit à l'autre « Est-ce que tu pourrais me prêter 10 milliards pour la journée ?» L'autre dit si tu gères ta banque comme moi, si tu as les mêmes créances douteuses que moi je ne vais pas te les prêter. Parce que quand on fait un prêt comme ça, on les garantit par les obligations qu'on détient quand on est une banque. Bon, donc ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, le marché interbancaire est complètement bloqué. C'est-à-dire que aucune banque ne veut se prêter. Parce qu'on sait si vous voulez, la faillite de Lehman Brothers, elle a été liée à des liquidités qui n'ont pas été versées. Voilà. Donc, on n'a pas très envie que ça recommence. Donc, en fait, le marché interbancaire n'a plus d'argent, plus de liquidité. Donc, le système bancaire ne fonctionne plus. Ça prend du temps, ça se fait en 2008, ça prend du temps. Et donc, la Banque centrale, elle dit, il faut que je verse des liquidités. Donc, elle va faire ce qu'on appelle du quantitative easing. C'est pas simplement de l'open market, c'est pas simplement acheter quelques obligations de temps en temps pour envoyer des liquidités, non. C'est racheter massivement, mais vraiment massivement, des obligations. Alors, on les appelle des govies, parce que ce sont des obligations de gouvernement. C'est quand la France, par exemple, emprunte, elle émet des obligations. Quand la Grèce emprunte, elle émet des obligations. Vous voyez tout de suite que les obligations de la Grèce ou les obligations de la France ne vont pas être tout à fait considérées de la même façon. Hein. Bon, ceci dit, ça c'est ce qu'on appelle les govies, comme government. D'accord? Donc, je prends l'exemple de la BCE, mais la Fed aux États-Unis a fait exactement la même chose. Donc, la BCE, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a racheté des obligations, donc des dettes de gouvernement, des reconnaissances de dettes de gouvernement. Et puis après, ce qu'on appelle des corporates, ça veut dire d'entreprises, de grosses entreprises. Bon. Et donc, entre 2015 et 2019, elle a ainsi injecté 2600 milliards d'euros. Pas rien. Chaque mois, elle injectait des dizaines de milliards d'euros. Et depuis septembre 2019, elle injecte 20 milliards par mois. C'est des sommes énormes. Hein. Notre PIB, il est inférieur à ça. Hein. Bon. Donc c'est vraiment des sommes très très importantes qui sont injectées en achetant des obligations, soit de gouvernement, soit d'entreprise. C'est clair, hein, c'est simple hein, pour le moment. Et donc, maintenant, je vais vous expliquer le mécanisme. Si ce n'est pas clair, vous me posez des questions. Bon, je vais maintenant vous expliquer le mécanisme par lequel les taux d'intérêt baissent. Voilà. C'est très simple, mais il faut se le mettre en tête. Supposez que j'achète une obligation à 100 euros. D'accord? Alors je vais simplifier, ça ne se passe jamais comme ça. Je veux dire que c'est une obligation sur un an. C'est jamais comme ça, c'est plus long terme, hein, mais ça ne fait rien. Et il y a 10%, je vais dire. D'accord? Donc ça veut dire que aujourd'hui j'achète une obligation et à la fin, dans un an, je recevrai 110 euros. Ok? Ça veut donc dire qu'il y a un taux d'intérêt de 10%. Et c'est ce qui va être écrit sur mon obligation. Bon. Ceci dit, maintenant, à partir du moment où la Banque centrale européenne, elle rachète beaucoup d'obligations, et elle rachète des obligations, certaines c'est les obligations de Grèce, d'autres c'est des obligations de France, etc. Bon, supposez que j'ai une obligation France. Les gens vont la rechercher, mon obligation France. Et donc, peut-être que, même s'il y a écrit 100 euros là, soit je peux la revendre le lendemain, soit en fait je vais l'acheter pas à 100 euros, mais à 102 euros. Parce qu'il va y avoir une très forte demande pour les obligations. Donc, le prix des obligations va augmenter. Plus elles seront rares, plus ça va augmenter. Et plus il y a du quantitative easing, plus les obligations sont rares. Parce que quand on en rachète pour 2600 milliards d'euros, c'est qu'ils en ont racheté un paquet quand même. Hein. Donc, elles sont rares. Donc, supposons que cette obligation, finalement, je ne l'achète pas 100, mais 102. Ou que je la revende. Ça veut dire que j'aurai quand même 110 à la fin, puisque c'est ce qui est écrit sur le papier. Mais ça veut dire que mon taux d'intérêt, il ne sera plus de 10%, il sera de 110 moins 102 sur 102. Il sera de 8, un peu moins de 8%. C'est clair, ça? Voilà. Alors maintenant, je continue.
Et supposons qu'avec le quantitative easing, le prix de l'obligation augmente encore jusqu'à atteindre 110 euros. Alors 110 euros, pourquoi les gens achètent du 110 euros? Parce que qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que dans un an, je toucherai 110 euros, finalement, je n'aurai rien gagné. Mais ça peut quand même être une valeur refuge, c'est-à-dire si c'est une obligation d'un gouvernement qui a l'habitude de rembourser ses dettes, comme la France, eh bien c'est plus sérieux. Enfin, si j'ai besoin d'acheter une obligation, de placer mon argent en obligation, si je veux en acheter, ben je préférerais acheter une obligation France, au moins qui ne perdra rien, à une obligation Grèce, où je risque de ne pas être du tout remboursé. Donc en fait, il y a un moment où ça arrive, je peux acheter 110 euros, une obligation qui dans un an nous rapportera 110 euros. Donc un taux d'intérêt 0%. Et puis, si on continue, par exemple, on peut se dire que ça peut aller jusqu'à 113 euros. Évidemment, ça ne se joue pas sur des sommes comme ça. Hein. C'est du 1%, c'est du... D'accord. Hein. 113 euros. Et bien à ce moment-là, le taux d'intérêt il sera carrément négatif. Je perdrai de l'argent en l'achetant. Mais je vais quand même l'acheter parce que c'est une valeur refuge. Si c'est une obligation où je suis certaine d'être remboursée. D'accord? Voilà. Donc, c'est comme ça que les taux d'intérêt deviennent négatifs. Ce qu'il faut comprendre, hein, la base, c'est que plus une obligation qui est un emprunt, enfin, une reconnaissance de dette, plus une obligation augmente, plus les obligations augmentent, plus ils coûtent cher, plus le taux d'intérêt baisse. C'est ça qu'il faut comprendre. Une fois qu'on a compris ça, c'est dur hein, comprendre, parce qu'on se dit les obligations augmentent, donc le taux d'intérêt augmente. Pas du tout, parce que de toute façon, à la fin, elles sont rémunérées à un taux qui est fixé. Enfin, on dit c'est 110, de toute façon. Donc, quand le prix d'achat augmente, eh ben, ce qui reste diminue. Et ce qui reste, c'est le taux d'intérêt. Donc c'est ça la clé, c'est ça que j'ai mis longtemps à comprendre personnellement. Je vais être un peu dur à la détente. Alors donc, ce qui fait que ça explique les taux d'intérêt négatifs. Est-ce que vous avez compris? Oui? C'est bon? Voilà, donc actuellement, les taux d'intérêt sont négatifs. Donc ça veut dire que les banques, elles ne peuvent plus faire leur travail de prêt, parce que ça ne leur rapporte plus. Bon, alors, elles peuvent prêter encore dans certaines conditions, quand il y a de l'immobilier qui vaut encore le coup, elles peuvent gager, enfin il peut y avoir une garantie, mais en fait, ça ne vaut pas le coup pour elles de prêter, ça leur coûte cher, il faut qu'elles aient du personnel pour vérifier la solvabilité des gens, enfin il y a plein de choses à faire, elles n'ont plus envie de le faire. Et donc qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles vont encore plus sur les marchés financiers, parce que c'est là qu'on prend des gros risques, mais qu'il y a quand même une possibilité encore de gagner de l'argent. Donc les banques, elles ont intérêt à aller sur les marchés, enfin elles vont sur les marchés financiers. Mais ce n'est pas les seuls, parce qu'il y a aussi les fonds de pension, tout ce dont on parlait. Hein, les gens qui sont, ils ont un certain capital pour verser les retraites des personnes, hein, voilà. Eh bien il faut qu'ils le valorisent. Et donc, ils ne peuvent plus trop le faire par les obligations, ils le font, mais ils ne peuvent plus le faire majoritairement. De toute façon, il n'y a plus beaucoup d'obligations, il n'y en a pas tant que ça. Donc, ils vont aussi sur les marchés financiers. Donc, ils vont aussi prendre des risques énormes. Et c'est pour ça qu'il y a des fonds de pension qui sont complètement en faillite. Et d'ailleurs, les banques, elles sont aussi en grande difficulté. Hein? Alors, il y a des signes de ça. Qu'est-ce qu'il y a comme signe? Il y a par exemple la banque HSBC, qui est une banque originellement d'affaires très très puissante, qui a commencé en Chine, une banque anglaise qui a commencé en Chine, extrêmement puissante, avec des gens, je crois qu'on a le droit de venir quand on a 1 million de dollars, on a le droit d'aller chez eux, quoi. Enfin pour investir, c'est pas rien. Et bien cette banque par exemple, elle a vendu toutes ses succursales de France, parce que ça ne rapporte plus. Il y a des signes comme ça. Il y a aussi le signe que... je vais le dire après. Non, moi je le dis maintenant. Il y a aussi le signe que on vous prévient que quand vous avez de l'argent en banque, eh bien, on vous remboursera, si vous avez 200 000 euros par exemple en banque, de toute façon, on ne vous garantit que 100 000 euros.
Les assurances-vie, c'est 70 000, enfin, bon, je crois. Hein. Donc, voilà, ça veut dire que, qu'est-ce qu'on vous dit? Ça, c'est ce que je voulais dire en conclusion, mais j'y reviendrai de toute façon. On vous dit que c'est votre argent, mais que si la banque s'écroule, c'est vous qui allez renflouer la banque. Hein, c'est ça que ça veut dire. Donc, ça, c'est un signe du fait que les banques sont en difficulté. Il y en a plein d'autres, hein, des signes. J'ai entendu des gens qui disaient que c'est difficile pour eux de sortir des grosses sommes, que maintenant les banques réclamaient. Ils disaient, mais pourquoi vous sortez des grosses sommes? Pour faire quoi? Il va falloir... Oui, voilà, très bien. Donc ça, c'est le genre de choses comme ça. Bon, alors, je sais aussi que... Enfin, les assureurs, ils ont beaucoup plus de règles prudentielles hein, que les fonds de pension, mais ils peuvent commencer à être un peu en difficulté. Bon, mais ils ont du patrimoine, hein, donc c'est pas non plus... Voilà. Et donc, il y a les épargnants, c'est-à-dire vous et moi, si on a un peu d'argent, eh ben, on ne peut plus tellement acheter des obligations non plus, donc on oblige un peu les gens à aller sur le marché financier et à prendre de gros risques. Et moi, je pense que, de ce fait, il y a des grosses... Alors, sur ce marché financier, les gens, ils vont acheter des actions. Hein, ils vont spéculer sur les actions. Et quelles actions? Ils vont acheter des actions d'entreprises qui vont être connues, fiables, etc. Donc je pense que des sociétés, par exemple, comme celle de Bernard Arnault, là, lui qui est devenu, qui a vu sa fortune augmenter de 70% en un an, ou quelque chose comme ça, quelque chose de faramineux, enfin devenu un super milliardaire, eh bien, c'est en particulier parce qu'il a, du coup, élargi son capital, il pouvait le faire parce qu'il savait que des gens les achèteraient. Parce que le luxe, ça marche, quoi. Et donc, il a élargi sa base de son entreprise. Il a augmenté le nombre d'actions, donc son capital. Et donc, de ce fait, il est devenu immensément riche très, très vite. Moi, c'est une hypothèse, mais je pense que c'est une des conséquences du quantitative easing, sa grande richesse. Il était déjà très riche avant. Hein. Bon, il y a beaucoup de gens qui aimeraient être riches comme il était avant. Mais là, il a doublé, quoi, quasiment, en très peu de temps. Bien. Donc, on va sur le marché financier, et il y a aussi autre chose, il y a l'immobilier. C'est-à-dire que les gens, encore, eh ben, ils se disent, l'immobilier, c'est une valeur sûre, on achète, on peut toujours revendre. Bon, alors tout dépend quel immobilier on achète, etc. C'est pareil. Hein. Bon. Alors, il y a l'or aussi, mais ça, je n'ai pas encore réfléchi à la question, mais il y a des gens aussi qui achètent de l'or comme valeur refuge. Bon. Donc, en fait, ce qui est intéressant de constater, c'est que cet argent du quantitative easing, il va sur les marchés financiers. Il ne va pas dans l'économie réelle, en fait. Pas du tout. Il est là pour continuer la bulle des marchés financiers. Et pour permettre aux banques et aux marchés financiers de continuer à s'enrichir, à faire des profits, ou à faire faillite d'ailleurs. Hein. Mais voilà, pour continuer à ce que ça tourne. Et donc, en fait, c'est la fin, c'est pas la fin de l'économie réelle, mais elle n'a plus aucune importance à la limite. Ça explique beaucoup de choses d'un point de vue politique aussi. Hein. Voilà. Et il y a aussi, en plus, quelques entreprises, quelques pays aussi, qui profitent des taux d'intérêt négatifs pour emprunter, parce que ça leur rapporte presque d'emprunter. Et donc, ce sont des entreprises qui ne devraient pas survivre d'après la concurrence capitaliste, etc., et qui survivent. Et donc, on les appelle les entreprises zombies. Des entreprises qui ne sont pas rentables, mais qui vivent parce que elles empruntent. Voilà. Donc, ça, c'était ce que je voulais vous dire sur le mécanisme. J'espère que c'était assez simple. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire en résumé? Eh bien, on peut dire que concrètement, les banques, elles prennent maintenant elles ont notre argent, elles prennent des gros risques avec notre argent, et après elles disent « Oh, il n'y a plus d'argent, c'était le vôtre, c'est pas de chance, c'est fini ». En fait, c'est ça, hein, mais sur des sommes considérables, hein, c'est ça que je veux dire. Et quand je vous dis ça, c'est pas de la plaisanterie, il faut mieux le prendre avec humour, remarquez, mais c'est pas de la plaisanterie, parce que je vais vous lire deux citations. La première est de Mario Draghi, donc l'ancien responsable de la Banque Centrale Européenne, qui le 21 juillet 2012 a dit « Une chose importante concerne l'implication des créanciers seniors des banques. » Alors, qu'est-ce que c'est que les créanciers? C'est nous, c'est les déposants.
Hein, on est bien d'accord. C'est nous qui sommes créanciers de la banque, elle nous doit de l'argent, puisqu'on a mis notre argent chez... Bon, je continue. La BCE considère qu'il doit être possible, enfin, que l'implication des créanciers doit être possible en cas de liquidation d'une banque. Donc, faillite d'une banque, ça veut dire on implique les créanciers. Il faut protéger les épargnants, mais les créanciers devraient être associés à la résolution de la crise pour limiter l'engagement des contribuables. Ils ont déjà beaucoup payé. Alors là, j'adore cette phrase, parce qu'il a l'air de dire « Oh, les pauvres contribuables, ils ont déjà beaucoup payé », ce qui est vrai, c'est nous, hein, on a déjà beaucoup payé. Mais alors maintenant, il faut que ce soit d'autres qui payent. Mais qui ça va être? Ça va être les créanciers, c'est-à-dire les gens qui ont des dépôts dans les banques. Ça ressemble beaucoup à nous aussi. Hein, voilà. Alors, il parle des épargnants. Alors, les épargnants, ça doit vouloir dire les gens qui ont des actions. Parce que les gens qui ont des actions, ils ne sont pas créanciers des banques. Ils ont des actions gérées par les banques, mais ils ne sont pas créanciers des banques. Donc, c'est peut-être ça qu'il veut dire quand il parle des épargnants. Bon, moi, je trouve que c'est intéressant comme citation. C'était en 2012. Alors maintenant, il y en a une qui est encore meilleure. Je la garde pour la fin. C'est Christine Lagarde, hein, en janvier 2020. Il n'y a pas longtemps, hein. Voilà. Alors je cite. « Je pense que les Français préféreront avoir un emploi plutôt qu'une épargne. » Pas mal. Il faut se souvenir que chaque personne est à la fois un salarié, un épargnant, un emprunteur, et que les impacts des taux d'intérêt vont affecter chacune de leurs dimensions. Je pense qu'on sera plus content d'avoir un emploi plutôt que d'avoir une épargne protégée. La responsable de la BCE qui dit ça, quoi. Enfin, moi, j'hallucine. Hein. Je pense que c'est dans cet esprit que les politiques monétaires ont été déterminées par mes prédécesseurs, et je pense que c'est assez salutaire. Donc c'est dans l'idée, si vous avez un emploi, eh ben, réjouissez-vous parce que votre épargne, elle est fichue. C'est ça que ça veut dire, exactement. Hein. On va vous la piquer, on ne la protégera pas. Voilà. Bon, bah ça je voulais quand même vous le dire parce que elle l'a dit, quoi. Les yeux dans les yeux face aux gens. Enfin, c'est extraordinaire. Hein. Enfin, bon, voilà. Donc, que la responsable de la Banque Centrale Européenne puisse dire ça sans frémir, bon, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc vous voyez que c'est quelque chose de très simple en fait sur le fond. Hein. Les banques ont notre argent et ils vont nous le prendre. Enfin c'est ça le résumé hein, en fait. Enfin ils sont prêts à nous, ils vont pas forcément nous le prendre, mais c'est possible qu'ils nous le prennent. Ils n'envisagent pas, ils envisagent de pouvoir le faire en cas de difficulté. On ne va pas dire qu'ils vont nous le prendre. Hein. Voilà.